Le 6 juin 1944, 5 heures du matin, le major Berner Pluskat, du 352e régiment d'artillerie allemand, se tenait dans son bunker d'observation, perché sur une falaise à 90 mètres au-dessus d'Omaha Beach. Le monde en dessous était gris, silencieux. Une fine brume humide planait sur la Manche, étouffant tout dans l'immobilité. Il était éveillé depuis des heures. Il y avait eu des avions dans le ciel toute la nuit. Des avions de reconnaissance, pensait-il. Des rumeurs de parachutistes à l'intérieur des terres. Rien d'inhabituel, juste une autre alerte, juste un autre exercice. La côte était en état d'alerte maximale depuis des semaines, depuis que les rapports de renseignement suggéraient que l'invasion pourrait venir bientôt. Mais bientôt pouvait vouloir dire des jours, des semaines, voire des mois. Personne ne le savait avec certitude. Mais quelque chose changeait. À travers ses jumelles, alors que la première lueur de l'aube tentait de franchir l'horizon, Pluskat regarda la mer, et la mer commença à changer. Pas la marée, pas un front météorologique, quelque chose de totalement différent. Une ligne sombre était apparue là où l'eau rencontrait le ciel. Une tache qui ne cessait de grandir, de se préciser, de se multiplier. À cet instant, avant qu'un seul soldat allié ne pose le pied sur les plages en dessous, avant même que le monde ne connaisse les noms Omaha ou Utah, le major Werner Pluskat comprit quelque chose avec une certitude absolue. Il regardait quelque chose d'impossible. Ce n'était pas une flotte. C'était une ville d'acier, une métropole flottante émergeant de la brume et entrant dans l'histoire. Pluskat avait servi dans l'armée allemande toute sa vie adulte. Il avait combattu sur le front de l'Est, enduré les steppes gelées de la Russie, témoin de la brutalité implacable des batailles qui consumaient des millions d'hommes. Il avait vu les armées russes, vastes, des masses apparemment infinies d'humanité et de matériel. Il comprenait l'échelle, il comprenait la guerre, il comprenait à quoi ressemblait une force écrasante. Mais ce que ses yeux enregistraient à travers ses jumelles était quelque chose que son esprit ne pouvait pas immédiatement traiter. Ce n'était pas une question d'échelle. C'était un ordre de grandeur totalement différent. Il essaya de compter. C'était peine perdue. Les chiffres ne rentraient pas dans sa tête. Des centaines, puis des milliers. Des péniches de débarquement de toutes formes et tailles, tellement tassées qu'elles ressemblaient à de la limaille de fer attirée par un aimant. Derrière elles, des formes plus grandes, des destroyers, des croiseurs, et plus loin encore, les silhouettes de cuirassés qui éclipsaient tout le reste. Le nombre officiel, confirmé plus tard, serait de 7000 navires. Une armada de 8 nations différentes, la plus grande force d'invasion amphibie de l'histoire. Près de 200 000 hommes débarquèrent sur les plages dans la première vague seule. La logistique pure et simple pour assembler une telle force, pour coordonner son mouvement à travers la Manche, pour planifier son déploiement, témoignait d'une capacité industrielle qui n'existait nulle part ailleurs sur Terre. Mais pour Pluskat, ce n'était pas une statistique. C'était une présence physique qui semblait courber l'horizon lui-même. C'était une déclaration de puissance industrielle si immense qu'elle rendait obsolètes toutes ses connaissances sur la guerre. Ce n'était pas une bataille. C'était une affirmation fondamentale. Nous avons des ressources que vous ne pouvez pas imaginer, et nous les dépensons pour vous détruire. Ses mains tremblaient lorsqu'il saisit le téléphone. C'était un soldat professionnel. Il avait été formé pour rester calme sous le feu. Il avait appris à contrôler ses émotions, à garder son sang-froid face à la mort. Mais même l'entraînement s'effondrait devant ce que ses yeux voyaient. « Ici Pluskat, au poste d'observation 1. » dit-il, sa voix ferme mais tendue. « J'ai une vue sur la Manche. Il y a des navires, de nombreux navires. » La réponse fut méprisante, fatiguée, condescendante. « Nous avons des rapports concernant quelques navires sur le secteur Est. Peut-être un raid. Patientez. » Pluskat avait envie de crier. Le téléphone semblait inadéquat pour ce qu'il essayait de communiquer. Comment pouvait-il leur faire comprendre ? Comment pouvait-il traduire en mots ce que ses yeux voyaient, des mots qu'il croirait ? Il pressa ses jumelles plus fort contre son visage, comme si plus de pression pouvait changer ce qu'il voyait. Mais la flotte
ne faisait que grandir, devenir plus solide, plus indéniablement réel. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, la voix montant. « Ce ne sont pas quelques navires. Toute la mer est couverte d'un horizon à l'autre. Je ne vois que de l'eau et des navires. C'est ça. C'est l'invasion. » Il y eut un silence, puis de l'incrédulité. « Les conditions en mer ne sont pas favorables. Nos rapports indiquent qu'aucun débarquement majeur n'est possible aujourd'hui. Les prévisions météorologiques indiquent une mer agitée persistante. » Plus4 avait envie de rire. Ou de pleurer. Il regarda à nouveau l'horizon. La ville d'acier continuait de grandir, devenait de plus en plus réelle à chaque instant qui passait. « Pour l'amour de Dieu, » dit-il, la voix brisée, « je le vois de mes propres yeux. La flotte d'invasion est là, c'est maintenant. » Il raccrocha violemment. Un instant, le silence régna dans le bunker. Ses officiers subalternes le fixaient, attendant des ordres. Ils avaient entendu les deux côtés de la conversation. Ils comprenaient ce qui se passait, ou commençaient à le comprendre. La structure de commandement allemande en Normandie était paralysée par un manque d'imagination, un échec enraciné dans des mois d'analyse minutieuse qui avaient abouti à des conclusions totalement erronées. Leur service de renseignement leur avait dit que l'invasion viendrait au pas de Calais. C'était là que la Manche était la plus étroite. C'était ce que la logique suggérait. C'est là qu'attendaient les principales réserves allemandes. Les divisions d'élite, les troupes les mieux équipées, les plus fortes concentrations d'artillerie. Rommel avait fait pression pour obtenir des renforts en Normandie, mais Berlin avait refusé. Pourquoi les Alliés débarqueraient-ils en Normandie alors que le pas de Calais était plus court, plus facile, tactiquement supérieur? Cela n'avait aucun sens. Et ainsi, les Allemands s'étaient préparés à une guerre qui n'aurait pas lieu là où ils l'attendaient. Ici, en Normandie, ils avaient la 352e division d'infanterie. Une bonne division, des soldats bien entraînés, professionnels, mais ils n'étaient pas positionnés pour se défendre contre quelque chose d'aussi énorme. Plus critique encore, ils n'étaient pas équipés des ressources qui avaient été retenues pour la véritable invasion au pas de Calais. Pire encore, ils s'étaient préparés à un type de guerre différent. Le général Otto Dietrich Childs, commandant de la 352e division d'infanterie, avait maintenu la division dans un exercice d'entraînement à la contre-attaque. Il avait fait tourner des unités dans les défenses côtières, mais ne les y avait pas positionnées de façon permanente. Il avait placé sa plus grande force, non pas sur les plages, mais à l'intérieur des terres, prête pour une frappe mobile. Cette réflexion était logique d'un point de vue tactique. Tenir légèrement les plages, puis contre-attaquer à l'intérieur des terres avec des forces supérieures une fois l'ennemi en mouvement. C'était une stratégie qui fonctionnait bien si vous aviez des renforts prêts à arriver rapidement. Le problème était que ces renforts se trouvaient à des centaines de kilomètres, retenus en prévision de l'invasion au pas de Calais. Ils mettraient des heures à arriver. Des heures pendant lesquelles les plages seraient pratiquement sans défense. L'hypothèse était que tout envahisseur débarquerait au pas de Calais. Des mois de renseignements allemands, des mois d'analyse minutieuse pointaient vers cette conclusion logique. Les Alliés viendraient là où la logique le suggérait, là où les Alliés coopéreraient avec les attentes allemandes. Mais les Alliés avaient appris quelque chose que les Allemands refusaient d'accepter. Le plus grand avantage dans la guerre n'était pas la logique. C'était la surprise. Plus4 essaya d'autres lignes. Ses mains bougeaient presque automatiquement, se connectant avec le quartier général du régiment, essayant de joindre quiconque avait de l'autorité, quiconque pouvait déclencher une réponse plus large. Il joignit le lieutenant-colonel Hawker, son commandant de régiment. « La flotte d'invasion est là », dit Plus4, parlant rapidement maintenant, l'urgence submergeant chaque mot. 10 000 navires, peut-être plus. Je ne peux pas les compter tous. L'horizon est rempli de navires. La mer en est noire. Hawker était sceptique. Tout dans l'expérience allemande lui disait que c'était impossible. Le service météorologique avait émis des avertissements concernant des conditions maritimes défavorables. Les Alliés ne pouvaient pas tenter une invasion dans un tel temps. Cela violait tout ce qui était connu sur les opérations amphibies.
Êtes-vous certain ? Demanda Hawker. La question elle-même était absurde. Plus4 était un officier expérimenté. Il n'avait aucune raison d'exagérer, mais la certitude était impossible à transmettre par une ligne téléphonique. Le temps est assez clair pour voir la fin du monde, répondit Plus4, et elle est assise dans la Manche en train de demander la permission d'ouvrir le feu. Cette fois, l'urgence perça. Hawker le crut. La chaîne de commandement fut enfin activée. Les ordres commencèrent à circuler, mais il était déjà trop tard. Le moment pour une action décisive était passé. Les réserves allemandes qui auraient pu renforcer les plages se trouvaient encore à des centaines de kilomètres. Les structures de commandement qui auraient pu coordonner une réponse cohérente étaient encore confuses quant à savoir s'il s'agissait de l'invasion principale ou d'une diversion. Et à Berlin, au quartier général d'Hitler, la confusion était encore plus grande. Le Führer dormait. Son état-major hésitait à le réveiller. Au moment où la réalité de la situation atteignit Hitler, au moment où les ordres purent être donnés et transmis sur le terrain, de précieuses heures s'étaient écoulées. L'initiative avait complètement glissé des mains allemandes. Plus4 n'attendit pas d'ordre parfait venant d'en haut. C'était un officier d'artillerie. Il comprenait son travail. Il comprenait ce qu'il était supposé faire. Et ce qu'il était supposé faire, c'était se battre. Il cria des ordres à ses hommes. Tirés de leur position, arrachés à la fausse sécurité des routines d'exercice et des fausses alertes. Ils regardèrent depuis leurs bunkers et postes d'observation. Leurs visages exprimaient l'émerveillement, la terreur, l'incrédulité. Ils virent ce que Plus4 voyait. La plupart d'entre eux n'avaient jamais rien vu de tel. Rien dans leur formation ne les y avait préparés. Les obus lourds furent remontés des magasins. Les munitionnaires travaillaient avec une énergie frénétique, chargeant les obus dans les canons. Les télémètres annonçaient des chiffres qui semblaient impossibles. Les énormes canons, silencieux depuis si longtemps, s'élevèrent lentement, pointant leur gueule vers la flotte impossible. Plus4 se tenait à son poste d'observation, les jumelles collées aux yeux. Il pouvait voir les péniches de débarquement commencer à se former en vagues d'assaut. Il pouvait sentir la vibration dans l'air, un bourdonnement bas de milliers de moteurs. Le bruit était presque vivant. C'était le son d'une superpuissance qui respirait, et il s'apprêtait à lancer la première pierre. L'ordre vint juste avant 6 heures du matin. Engagé à volonté. Pour Plus4, ce fut une libération. La paralysie de l'incrédulité fut brisée par la clarté familière de l'action. Il s'était entraîné pour ce moment. Il savait quoi faire. Le professionnel en lui prit le dessus. Un instant plus tard, le sol trembla. Le premier canon tira, puis un second, puis un troisième. Les obus hurlèrent au-dessus de l'eau. Des tonnes de métal projetées dans l'espace vers des cibles à des kilomètres de là. Plus4 les suivit à travers ses jumelles, observant les trajectoires courbes, attendant l'impact. Une vague de fierté professionnelle se mêla à autre chose, une terreur grandissante, une compréhension de ce dont il était témoin. Il vit des panaches d'eau jaillir au milieu de la flotte. Un coup manqué, puis un autre coup manqué. Mais ces hommes étaient bons. Ils ajustèrent leur visée, corrigeant le vent et la distance, tirant avec un rythme discipliné appris au fil des années d'entraînement. Ces canons tirèrent encore et encore. Les servants travaillaient avec une précision mécanique, chargeant, visant, tirant. Des obus explosaient dans l'eau. Certains trouvèrent des cibles, la plupart non, mais pour chaque navire qu'ils pouvaient harceler, une centaine d'autres passaient indemnes. Pour chaque coup au but, 10 navires supplémentaires apparaissèrent derrière. Plus4 sentit un profond sentiment d'inutilité l'envahir. C'était un homme avec un seau, essayant de vider l'océan. Ces canons étaient redoutables. Ils avaient été conçus pour détruire des navires. Mais que signifiait détruire des navires quand il y en avait des milliers d'autres derrière eux? Que signifiait la victoire quand on était surpassé en nombre par des marges impossibles? Il regarda au-delà des impacts de ses propres obus et vit la plus grande image. Les cuirassés alliés, des navires comme l'USS Texas,
tournaient maintenant leurs énormes canons de 14 pouces vers la côte. Des navires avec des canons si grands qu'ils semblaient déconçus pour une guerre totalement différente. Des canons qui éclipsaient sa propre artillerie d'un ordre de grandeur. Puis vint la réponse. Elle commença par un grondement sourd venant de l'autre côté de l'eau. Des éclairs de lumière provenant des grands navires, comme un orage silencieux à l'horizon. Il savait ce qui arrivait. Il avait entendu des descriptions de bombardements navals, mais les descriptions ne pouvaient pas vous préparer à la réalité. Quelques secondes plus tard, l'air autour de lui commença à se déchirer. Le sol commença à se soulever. Des geysers de terre jaillirent des champs, des impacts énormes qui laissaient des cratères assez grands pour y enterrer des camions. Le processus industriel systématique de démantèlement du mur de l'Atlantique avait commencé. Le bunker d'observation de +4 trembla. La poussière tomba du plafond. Des fissures apparurent dans le béton. Il s'agrippa à la fente d'observation pour se maintenir tandis que la terre elle-même semblait vibrer à chaque impact. À travers la fente d'observation, il pouvait voir les péniches de débarquement toucher le rivage. Les Higgins Boats baissèrent leurs rampes, déversant les soldats américains dans le ressac. Les mitrailleuses allemandes dans les blocos le long de la plage commencèrent à crépiter, déchirant les rangs des premiers hommes à terre. De son point de vue, +4 pouvait voir le drame terrible se dérouler. Des hommes s'effondrant, des corps dans l'eau devenant rouge à mesure que les pertes s'accumulaient. La 352e division d'infanterie allemande faisait payer un prix horrible. Ces soldats américains étaient entraînés, courageux, déterminés, mais ils faisaient face à une puissance de feu écrasante venant de défenses préparées. Un instant, la défense semblait tenir. Les Américains étaient cloués sur la plage. Le taux de perte était astronomique. Les manuels militaires enregistreraient cela comme l'un des jours les plus sanglants de l'histoire militaire américaine. Un instant, il sembla que la défense fonctionnait. Les Américains mouraient par centaines, mais ensuite le bombardement naval atteignit son paroxysme. Les destroyers alliés, voyant le massacre, firent quelque chose de suicidaire et d'héroïque. Ils avancèrent directement vers la côte, certains se rapprochant à moins de 1000 mètres, raclant leurs coques sur des bancs de sable et des obstacles sous-marins. Ils braquèrent leurs canons sur les bunkers allemands, fournissant un tir d'appui direct dans une manœuvre qui changea le cours des événements sur Omaha. La précision s'améliora. La puissance de feu fut plus concentrée. Les bunkers qui avaient infligé de telles pertes commencèrent à être systématiquement détruits. À côté d'eux arrivèrent d'étranges machines nouvelles, des camions amphibies qui semblaient sortir directement de l'océan et rouler sur la plage. Les Allemands n'avaient rien de tel. Rien dans leur arsenal ne pouvait égaler l'équipement spécialisé conçu sur mesure que les Alliés avaient apporté pour cet assaut. Pour chaque solution que les Allemands avaient préparée, les Alliés semblaient avoir une réponse. C'est à ce moment-là que quelque chose bascula dans l'esprit de +4. La partie tactique de son cerveau s'éteignit. Elle fut remplacée par une clarté froide et terrifiante. Il ne voyait plus des navires et des soldats. Il ne pensait plus aux tactiques d'artillerie de campagne ou aux positions défensives. Il voyait quelque chose de plus vaste. Il voyait le système derrière eux. Il voyait les usines. À travers ses jumelles tremblantes, il regarda au-delà des navires de guerre et vit dans son esprit les chaînes de montage de Détroit. Il imaginait des usines produisant des camions et des moteurs à une échelle dont l'Allemagne ne pouvait que rêver. La logistique de cette invasion, la capacité à ravitailler des centaines de milliers d'hommes sur une côte ennemie en munitions, nourriture, eau, fournitures médicales, remplaçant pour les pertes. Ce n'était pas un miracle. C'était le simple résultat de cette production industrielle. Il regarda le ciel rempli d'un flot sans fin d'avions de transport et de chasseurs bombardiers. Le jour J, la Luftwaffe effectuerait peut-être 300 sorties dans toute la France. Les Alliés en effectuèrent plus de 14 000. 14 000 sorties. Le nombre était incompréhensible. Pour un seul avion allemand dans le ciel, il y avait plus de 40 avions alliés. La raison n'était pas un manque de courage allemand. La Luftwaffe avait des pilotes courageux. Ce n'était pas un manque d'entraînement ou de détermination allemand. Les pilotes allemands étaient compétents. C'étaient les usines. C'était toujours les usines. Les usines américaines produisaient des avions plus vite que l'Allemagne ne pouvait les abattre.
Les mathématiques étaient inéluctables. Et puis, il y avait les chars. Plus 4 connaissait la réputation des Panzers allemands. Le Tiger et le Panther étaient technologiquement supérieurs. Craints par les équipages alliés, un seul char Tiger pouvait détruire plusieurs Sherman dans un combat direct. Mais cette supériorité était une impasse stratégique. Les Tigers étaient complexes, chers, difficiles à produire. Ils nécessitaient un entraînement spécialisé. Ils tombaient fréquemment en panne et étaient difficiles à réparer. Pour chaque char Tiger redoutable qui sortait de la chaîne de montage allemande, les Alliés produisaient des douzaines de chars Sherman plus simples mais brutalement efficaces. Pour toute l'année 1944, les États-Unis à eux seuls produiraient plus de 29 000 chars. L'Allemagne, dans toutes ses usines, produisant tout, des chars légers aux chars super lourds, ne dépassa jamais les 2000 par mois. Les Alliés ne prévoyaient pas de gagner les batailles de chars par la qualité. Ils prévoyaient de gagner en enterrant les Panzers sous une montagne d'acier, en submergeant les chars allemands supérieurs par des vagues de chars américains adéquats qui ne semblaient jamais s'arrêter de venir. C'était la nouvelle réalité. C'était l'équation industrielle de la défaite. Tous les discours sur la volonté et la force idéologique se dissolvaient face à ces chiffres. L'idéologie nazie avait promis qu'un peuple uni et déterminé pouvait triompher des démocraties décadentes, que la pureté raciale créerait des soldats supérieurs, que la volonté et la détermination pouvaient surmonter un désavantage matériel. Mais voici la preuve que l'idéologie ne pouvait pas arrêter un bombardier. La volonté ne pouvait pas couler un cuirassé. La détermination ne pouvait pas fabriquer 22 000 chars supplémentaires quand vos usines étaient systématiquement détruites depuis les airs. On ne pouvait pas faire apparaître 6 000 navires par la volonté. On ne pouvait pas former des soldats à l'existence quand on manquait de matériel pour les équiper. Plus 4 sentit un désespoir profond, presque spirituel, l'envahir. Lui et ses hommes étaient de bons soldats. Ils étaient bien entraînés. Ils comprenaient leur travail. Ils accomplissaient leur devoir avec discipline et professionnalisme. Ils allaient mourir non pas parce qu'ils étaient surclassés au combat, mais parce qu'ils étaient surpassés en nombre sur une échelle qui défiait la compréhension. Ils étaient participants à un concours qui était déjà terminé. Le résultat avait été décidé non pas sur cette plage, mais dans les usines d'Amérique des mois et des années auparavant. Nous imaginons souvent la fin du Troisième Reich comme un effondrement lent et agonisant culminant dans la bataille finale pour Berlin. Mais pour le major Werner Plus 4 et pour les milliers de soldats allemands qui survécurent à ce premier jour, la fin vint en un seul moment terrifiant de révélation. Ce fut le moment où ils virent une flotte qui remplissait l'horizon, un ciel noir d'avions ennemis, et une force qui n'était pas seulement une armée, mais le poids écrasant et complet du monde industriel moderne. C'était un nouveau type de guerre, une guerre qui ne se jouait pas dans le cœur des soldats, mais sur les chaînes de montage d'usines à des milliers de kilomètres de là. Et pour un officier allemand scrutant à travers ses jumelles une mer qui s'était transformée en acier, ce fut le matin où il sut que c'était fini. Non pas à cause des tactiques ou de la stratégie, non pas à cause du courage ou de la détermination, mais parce que les usines avaient reparlé, parce que les chiffres étaient devenus visibles, parce que l'arithmétique de la guerre moderne était inéluctable. L'Allemagne avait perdu la guerre non pas sur les plages de Normandie, elle l'avait perdue dans les usines de Détroit, elle l'avait perdue dans les chantiers navals d'Amérique, elle l'avait perdue au moment où une nation aux ressources illimitées décida de tourner cette puissance illimitée vers la guerre totale. Pour le major Plus 4, pour ses hommes et pour des millions d'autres, ce matin du 6 juin 1944 fut le moment où les mathématiques devinrent enfin réelles et ce fut le début de la fin.